BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Dans la petite note que vous nous envoyez régulièrement pour préparer cet entretien, vous avez titré « Le calme avant la tempête », c'est-à-dire ? Point d'interrogation. Ouais. Il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire que on avait évoqué ça la semaine dernière ensemble, on est un petit peu dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire dans la vraiment période très calme, ce qui est assez étonnant, parce qu'en période de rentrée, normalement, sur les marchés boursiers, ça bouge beaucoup, statistiquement. Ouais, on a quand même une rentrée en demi-teinte, quoi. Le marché parisien est reparti un peu dans le courant de la semaine dernière avec des volumes qui sont revenus, mais avec cette perspective de Les Bourdais qui scie un peu les jambes de tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Donc on n'a pas vraiment eu le retour des mains fortes et des investisseurs internationaux et notamment américains, mais on voit effectivement que depuis un mois, le CAC a repris 5%. On est pratiquement à l'équilibre depuis le début de l'année. Ça s'est fait la semaine dernière avec une hausse de plus de 3%, principalement technique liée aux financières, puisque dans les plus fortes hausses, c'est AXA, BNP et Crédit Agricole de mémoire qui réalisent plus de 7% et un rattrapage sur un mois de plus 15%. Plus que le rattrapage et la chasse aux bonnes valeurs, c'est aussi la chasse au bon rendement, puisque quand vous regardez les valeurs, même Veolia Environnement ou d'autres valeurs qui font partie des fortes hausses, vous avez des valeurs qui délivrent du 5-6% de rendement, c'est-à-dire le dividende rapporté au cours, et donc ça vous donne effectivement des investisseurs qui commencent un petit peu à se réveiller, et j'allais dire en l'absence de mauvaises nouvelles en Europe, on a plutôt tendance à remettre l'accent en fait sur l'Europe au détriment, nous c'est ce qu'on avait conseillé la semaine dernière, au détriment du marché américain. Voilà, qui commence un petit peu à patiner. Nous, on en a bien profité. On a mis souvent le marché américain en tête et en avant dans nos allocations. Voilà, il est bien valorisé. Ouais. On a la Fed en ligne de mire qui va arriver au mois de décembre. On a des nouvelles qui ont été plutôt décevantes la semaine dernière, création d'emplois, ISM manufacturier. Et on se dit, tiens, peut-être qu'il y a une sorte de rotation qui se met en place et qui, en tout cas à court terme, dans ce calme, les périodes de calme, est intéressante. Un petit chiffre pour illustrer le calme aujourd'hui. On est, je le disais, sur une volatilité du CAC 40 qui est de l'ordre de 18. Historiquement, sur les 6 dernières années, c'est de l'ordre de 24 et c'est à peu près la même chose sur le marché américain. Donc on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein en se disant mais c'est anormalement faible et on s'attend justement à un rattrapage et un retour de la volatilité en fin d'année. Je pense que on a quand même des raisons fondamentales d'expliquer un peu ce rebond qui n'est pas donc que technique et qui ressemble... Enfin, la calmie européenne, il y a vraiment un retour européen. Presque un listing de points qui... sont là vraiment pour étayer finalement la démonstration. Oui, c'est ça. Donc je vous ai préparé la liste des 10 raisons qui expliquent un retour sur l'Europe et qui expliquent ce rebond un peu plus fondamental, puisque on l'avait dit ensemble, le rebond s'était fait sans les financières et avec le rebond, pas de second souffle, pas de hausse durable sans les financières qui sont un petit peu la colonne vertébrale de ces marchés financiers, de notre économie de marché. Alors les 10 points. Déjà, on a des indicateurs macro qui sont pas mal, qui tiennent bon, les manufacturiers en zone euro. Si vous regardez ce matin aussi, en particulier, le focus sur la France, PMI composite est au plus haut depuis 10 mois. En France, on est passé pratiquement à 52 et vous savez que dès qu'on est au-dessus de 50, c'est clairement... Une phase d'expansion. Ouais, une phase d'expansion. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième raison qu'on aurait tendance à avancer, c'est qu'il n'y a plus vraiment de période d'austérité. On parle l'Europe sous l'angle austérité et le problème de relance budgétaire. Déjà, vous avez la réunion du G20 qui met en avant, et le FMI en premier, la relance budgétaire. Et on a aussi plusieurs pays, alors la France est un exemple significatif, où finalement l'austérité est passée un petit peu au second plan. On parle de... Alors on laisse filer, certains diront on laisse filer un petit peu les dépenses, ce qui permet de retrouver un petit peu des sources de financement. Le troisième point, c'est les taux négatifs. Il faut savoir qu'avec un environnement de taux négatifs, mécaniquement, ça incite plutôt les investisseurs à revenir sur les actifs risqués. À court terme, c'est justement le quatrième point, les investisseurs reviennent sur les actions. On a tellement évoqué ensemble, entre nous, la décollecte sur les actions et la décollecte sur les actions européennes en particulier, puisque c'était de l'ordre de 75 milliards de décollecte à fin juillet et ça se poursuivait en août. Ça s'était un peu ralenti au mois d'août. Ça redevient positif dans les premiers jours de septembre. Alors on espère que ça sera une tendance durable.
mais on voit que les flux redeviennent positifs. Le cinquième élément, c'est le quantitative easing et le fait qu'on ait une BCE qui est toujours volontaire, et ça sera confirmé, je pense, le 8 septembre, pour on acheter... rappelle qu'on a la réunion de la Banque centrale qu'on va écouter avec beaucoup d'intérêt, Voilà. voir quels ajustements Mario Draghi peut ou ne peut pas nous proposer. Voilà, donc il va confirmer son quantitative easing à n'en pas douter, il va sans doute rallonger la période de quantitative easing. Rappelons que ce quantitative easing, c'est pas juste la politique des taux directeurs et des taux négatifs, c'est aussi d'acheter des actifs financiers. En ce moment, il achète des obligations d'entreprise, peut-être pas encore comme les Japonais, des actions, mais en tout cas, ça permet... ou comme les Suisses, donc ça permet d'avoir un soutien. On a Draghi Asset Management qui rachète beaucoup de papier. L'autre élément, le sixième, c'est un euro qui est relativement faible. Et là, on retrouve un petit peu l'alignement des planètes. Le septième élément, pétrole et matières premières, qui sont aussi à des niveaux intéressants et qui donnent du pouvoir d'achat aux ménages et aux entreprises. On a aussi la chance d'avoir des voisins, Allemagne, Angleterre. Les Anglais, finalement, post-Brexit, sortent en fait des indicateurs qui sont pas si mauvais que ça, puisqu'on avait en tête... Il n'y a pas eu d'invasion de sauterelles. Il n'y a pas eu de plaies terribles qui sont abattues sur l'Angleterre, puisqu'on a des pays manufacturiers en août qui ont rebondi à 53,3. Donc vous voyez que les inquiétudes de juin-juillet sont passées. Je terminerai par des valorisations qui sont plutôt faibles en Europe. Et donc on a du coup ces 10 éléments qui supportent en tout cas les marchés. Alors l'autre élément, on se dit tout de suite, puisqu'on a envie de mettre un bémol, c'est de se dire, ces éléments-là existaient la plupart du temps déjà depuis un certain temps, et normalement, avec de tels avantages en Europe et en France, c'est pas 1 ou 1% ou 1,5% de croissance qu'on devrait avoir, c'est 3 ou 4%. Le rattrapage depuis 2008 aurait dû déjà se mettre en place depuis belle lurette, et donc on voit bien que ça soutient à court terme le marché et ça sera des raisons à n'en pas douter dans les semaines qui viennent. Mais on a quand même quelques inquiétudes. Voilà, la reprise est quand même assez fragile et on a quelques doutes sur cette croissance potentielle. J'en veux pour preuve les très très bons résultats des entreprises. Je parlais de BNP, plus de 4 milliards au premier semestre, mais très décevant sur le niveau de la croissance. Donc on a toujours en Europe ce problème de croissance potentielle. Et puis quelques nuages aussi, vous en doutez, qui arriver dans les semaines qui viennent. Voilà pour le cas européen. Les marchés effectivement sont focalisés maintenant, agenda oblige, sur ce côté européen, parce qu'il y a la Banque Centrale Européenne qui peut être le bon, mais on n'en a pas pour autant terminé avec l'aspect américain. Certes, c'est vendredi, on a soldé, c'était vendredi, on a soldé l'emploi, la réserve fédérale, on a l'impression que c'est du passé, mais... le marché digère quand même encore aussi cette composante américaine? Alors je pense qu'il faut effectivement commencer à s'y préparer. Nous chez Morningstar, on est plutôt des investisseurs de moyen long terme. Donc on se dit, voilà, on a bien profité du mouvement sur les actions américaines de cette croissance qui est solide. On arrive quand même à une fin de cycle et les valorisations sont de 17 cette fois-ci, c'est plus 14 comme en Europe. Et soutenu majoritairement par les rachats d'actions et par les opérations de fusion-acquisition. Donc on considère qu'il n'est pas complètement idiot de sous-pondérer les actions américaines, de commencer un petit peu à s'alléger dans cet environnement, je dirais, de rentrée. Alors j'en veux pour preuve aussi, je vous renvoie à la conférence Morningstar du 8 septembre. J'en profite pour annoncer que si vous posez des questions sur le marché américain et le marché européen, vous venez le 8 septembre à la Maison de la Chimie. Vous aurez une vingtaine de gérants qui seront passés au grill par nos analystes. Et donc vous venez de la part de BFM et on sera très content de vous accueillir. Voilà, le message est passé. Pourquoi est-ce qu'il faut rester tout de même vigilant à moyen terme? Qu'est-ce que vous repérez comme critères, comme clignotants qui sont là et qui doivent peut-être nous conduire à prêter une attention plus particulière? On parle beaucoup notamment du risque politique en Europe et on en a encore vu une illustration là avec le contre-coup d'Angela Merkel. C'est-à-dire que Mario Draghi veut absolument que l'Europe engage une deuxième flèche, effet qui est justement la relance budgétaire. Tout seul avec sa politique monétaire, il ne pourra pas tout faire. Et malheureusement, cette relance, ces investissements, cette hausse de la croissance potentielle, comme disent les économistes, sont que les politiques qui peuvent prendre des décisions. Malheureusement, le sentiment européen n'a jamais été aussi faible. On parle plus de désunion européenne que d'Union européenne. On est dans un match europhile contre europhobe et on a malheureusement des incertitudes politiques qui pèsent. La montée de l'AfD, donc extrême en Allemagne, c'est jamais vu depuis 1945. Les élections présidentielles en Autriche et
écologistes contre justement extrême droite. Les blocages politiques espagnols, on n'a toujours pas fini. Après-demain, un référendum en Italie qui peuvent mettre en péril Matteo Renzi et donc redonner de l'instabilité politique. La France, l'Allemagne et puis en novembre, on a aussi les élections américaines. Donc je pense qu'assez rapidement, on devrait retrouver de la volatilité en Europe de par ces choix politiques qui viennent un petit peu emmener l'ensemble des autres indicateurs plus micro ou plus macro. Après, bon, on a eu le Brexit, on est passé par le Brexit, on a vu que finalement... Tout ça nous a quand même conduit à nous débarrasser de la question chinoise qui nous avait fait drôlement mal en fin d'été dernier. Ouais, c'est selon nous en fait une problématique américaine chinoise qu'il faudra ressortir au mois de décembre. C'est-à-dire que post-élection américaine ou post-relance budgétaire, là pour le coup très active, hein, les demandes de crédit des agents économiques, c'est plutôt négatif en Europe et c'est de l'ordre de plus 13% sur un an en Chine. Donc la relance se fait à crédit et donc il faudra se reposer la question de l'endettement des agents privés chinois ou de l'État chinois en pourcentage du PIB dans quelques mois. Donc ça nous laisse, j'allais dire, à l'échelle des marchés, c'est un siècle, hein, puisque quelques mois, voilà, sur 4-5 mois, c'est dans très longtemps. C'est une éternité. Donc je vous invite à en reparler au mois de novembre quand on commencera justement à rentrer dans cette période un peu plus agitée. Mais pour l'instant, la rentrée 2016 est calme et on en profite. Quelques points de méthode et quelques observations, scénarios signés pour Morningstar Jean-François. Merci beaucoup Jean-François. Bon retour, le CAC 40, 4500.